Alors, l'Azerbaïdjan, c'est un pays du Caucase, Caucase du Sud, qui se trouve au bord de la mer Caspienne et se trouve exactement entre la Russie, l'Iran, entre l'Arménie, la Géorgie et une petite frontière avec la Turquie, de 86,6 000 km². Alors, l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui, certains protagonistes arméniens peuvent dire qu'il est tout nouveau parce qu'il n'existait pas, mais ce n'est pas vrai parce que l'Azerbaïdjan, il va avec ses racines profondément dans les siècles. Alors déjà, le mot l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est un dérivé des mots qui veut dire le pays gardien du feu. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, il avait les sources de feu qui sont exploitées d'ailleurs jusqu'à ce jour. Et la religion, la primitive qu'elle était avant donc, notre ère, c'était la religion de Zoroastrisme. Donc, Zoroastrisme, c'est un culte basé, une partie en partie, en culte de feu. Et même aujourd'hui, on a un temple à Surakhani, près de Bakou, le temple des adorateurs du feu, on appelle, mais c'est un temple zoroastrien. Donc, ça, c'est pour expliquer ce que l'Azerbaïdjan. Alors, l'Azerbaïdjan, s'est créé historiquement de telle façon que le pays est devenu multiethnique, multireligieux, multiculturel. Alors, multiethnique, parce que nous sommes descendants tous des Albaniens caucasiens, mais qui sont substantiellement mélangés. Il y a eu brassage des peuples, et ils sont disparus, même s'ils ont leurs descendants, qui sont, c'est les Udines, le peuple des Udines, qui est une des communautés qui vivent en Azerbaïdjan, mais il n'empêche que tous les peuples d'Azerbaïdjan, les Azéris, tous en général, sont tous des héritiers des Albaniens caucasiens. Alors, multiethnique parce que l'ethnie majoritaire principale, ce sont des Azéris. Les Azéris, ce sont des branches, les Turco-Rouzes, des branches des Turco-Rouzes, qui se sont installées et sont donc majoritaires. Et le langue qu'ils ont parlé, qui est progressivement évolué et devenu cette azérie moderne, c'est une langue qui, petit à petit, elle a eu brassage. Donc, c'est, encore une fois, je dis, c'est la base de dialecte oghuz, la même sous laquelle est écrit l'ethnos de Dede Gorgut, le livre de Dede Gorgut, mais progressivement, il s'est enrichi. Il a pris des éléments donc, de langue persane, des éléments de turc, de cette langue russe, et il a aussi, par exemple, 30% des mots qui sont dérivés de l'arabe, des racines arabes. Donc ça veut dire que c'est une synthèse, c'est un mélange qui est devenu une langue très mélodique et qui est parlée par tous les Azéris aujourd'hui. Alors multi-ethnique parce que à part des Azéris, donc les Azéris héritiers des Orous, il y a aussi 40 autres peuples qui habitent en Azerbaïdjan. Ce sont par exemple les Lezguens, au nord, les Taluches au sud et tous les peuples, tous les petits peuples qui sont vécus toujours en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, il y a aussi les Juifs des montagnes, qu'on appelle les no-juifs. Donc c'est une vraie branche des Israélites. Et aussi, par exemple, il y a même des communautés des Arabes, parce que dans notre histoire, il y a eu une période quand les Azéris, une branche des Azéris, ils ont pris le pouvoir à Damas et ils régnaient une petite période et après c'est rétracté. Donc aussi il y a les communautés de ces descendants, donc qui parlent toujours l'arabe, donc ce sont les Arabes de Syrie qui utilisent toujours leur dialecte. Donc ça c'est pour le parti pourquoi il est multiethnique. Multiculturel parce que tous ces peuples, chacun a ramené leur langue et ils ont gardé leur culture. Et l'Azerbaïdjan, comme il s'est créé sur cette brassage des peuples, il a eu toujours culture de cette tolérance. Jamais aucune ethnie n'a été opprimée et chacune de ces entités culturelles et ethniques a pu garder sa culture et vivre sa culture. Et l'État azéri a toujours garder et préserver donc cette liberté. Multireligieux parce qu'avec ces communautés, chacun a ramené sa religion. Donc les Juifs se sont vus en Azerbaïdjan, ils sont israélites, donc ils ont leur temple, ils ont librement pu pratiquer leur religion, sauf peut-être à l'époque soviétique quand toutes les religions ont été opprimées. Mais voilà, c'est le cas nouveau aujourd'hui. Les chiites parce que les Azéris sont majoritairement chiites, même s'ils sont turcophones, et les sunnites parce qu'aux extrémités, par exemple au nord, les communautés, les peuples qui vivent là-bas, donc sont majoritairement tous
des sunnites. Donc c'est principal, mais après il y a d'autres religions. Aujourd'hui en Azerbaïdjan, on a toutes les confessions, on a les orthodoxes, par exemple, on parle beaucoup des Russes qui étaient expulsés de la Russie quand il y a eu réforme entre les églises, on les appelle les anciens croyants, se sont installés, et il y a les villages dans lesquels ils vivent, donc il y a les orthodoxes, il y a les anciens orthodoxes, les nouveaux orthodoxes, et à part ça aussi, on a les musulmans, comme je dis, les sunnites et chiites, et tous les autres croyants. Il y a certainement des communautés qui pratiquent encore le culte zoroastrien, etc. Donc il y a toutes les confessions qui vivent en paix aujourd'hui, donc ces communautés, et comme je dis, donc multiethniques, multiculturelles et multireligieux. Donc tout ça a créé une société riche, tolérante, ce qui fait qu'en Azerbaïdjan, c'est inimaginable à avoir un discours politique ou dans la société xénophobe, discours intolérant, discours qui exclut une communauté, un groupe ethnique ou une groupe religieuse. Donc ça, totalement impossible. Donc voilà un résumé, ce qui c'est l'Azerbaïdjan. Et je dirais, conséquence de tout ça, c'est cette richesse culturelle que l'Azerbaïdjan a produit au cours des siècles, au cours des temps modernes et des temps contemporains, avec tous ces savants, tous ces créateurs, les artistes. Tout ça, c'est les conséquences qui sont d'ailleurs des différentes ethnies. On le sait, on le garde, ça c'est une richesse. Et c'est ça qui fait l'ensemble de cet ensemble aujourd'hui qu'on appelle l'Azerbaïdjan. Alors, si on fait une petite excursion dans l'histoire, puisqu'aujourd'hui on parle de situations contemporaines, et encore une fois, des détracteurs d'Azerbaïdjan qui disent que le pays n'existait pas. Ça, c'est complètement faux. Si on prend la préhistoire, comme je dis, le premier qui a été fixé, c'était l'Atropatène, qui est aussi dérivé de l'Atropate, le roi qui existait. Mais encore une fois, le toponyme qui s'est fixé en Azerbaïdjan, c'est pays gardien de feu. Mais progressivement, donc, par exemple, il existait l'état des Shirvanshahs, Shirvan, qui existait 1000 ans, donc ça aussi il faut garder. Mais si on prend l'époque moderne, surtout, ça c'est la création. Moi je dirais que le flash qui a amené à fixation de ces toponymes, c'est 1503. C'est quand l'entité centralisée azerbaïdjanaise a été créée, c'est proclamation de l'État des Séfévides par Shah Ismail à Ardebil et l'expansion. Donc, c'est deux choses, c'est l'expansion de l'État, les conquêtes, qui sont allées très loin, et deuxième chose, c'est l'affleurissement de langue et la culture azerbaïdjanaise. L'azerbaïdjanais devient langue parlée, langue officielle, et Shah Ismail lui-même, par exemple, il était écrivain, il écrivait les poèmes. Donc ça, c'est, je dirais, le début. Après, l'Azerbaïdjan, l'évolution, il était conditionné par deux facteurs. À l'ouest, c'est l'expansion de l'Empire ottoman, qui, avec ses grandes conquêtes, arrivait aux frontières, aux frontières des territoires prises et occupés par l'État de Séfévide, et l'État séfévide lui-même, qui, au cours du XVIe siècle, progressivement se transforme en État perse. Et donc, cette ethnie, cet élément azéri qui était dedans dominateur, il n'est plus dominateur, donc, un siècle plus tard, vers 1603, et progressivement. Alors, l'époque suivante, c'est les guerres incessantes entre les deux empires, en fait, entre l'Empire ottoman et l'Empire des Séfévides. Cette période, d'ailleurs, explique pourquoi il n'y avait pas, au Caucase du Sud en tout cas, l'entité arménienne, parce que c'est ça qu'ils disent les Arméniens, qu'ils étaient toujours vécus là-bas, ça c'est faux. Les Arméniens ne pouvaient physiquement être entre les deux parce que la frontière, elle passait exactement là-bas. J'ai beaucoup moins personnellement travaillé là-dessus. Le seul entité qui a pu gagner une importance relative, c'était les Géorgiens, des principautés géorgiennes, qui étaient partagées par zone d'influence entre l'État de Séfévide et l'Empire ottoman. Les périodes suivantes, donc si on passe au XIXe siècle, début du XIXe siècle, fin du XVIIe, début du XIXe, c'est création des entités étatiques indépendantes qu'on appelle les khanats azéris, les principautés, plusieurs principautés. Dans ce que nous parlons aujourd'hui, c'est intéressant de considérer 3 d'entre eux
même si les autres sont aussi importants, c'est le Khanat d'Erivan, Khanat de Nakhchivan et Khanat de Karabakh. Parce que ces trois, le destin de ces trois entités, il est étroitement lié à l'Azerbaïdjan et lié avec tout ce qui se passait après. Alors si on prend donc les deux premières, les Khanat d'Erivan et Khanat de Nakhchivan, après la conquête russe, par les conquêtes successives, par les traités successifs, les deux disparaîtront, donc 21 mars 1828, par le décret de Nicolas Ier qui créera une domaine arménienne, donc ça c'est une documenté, écrit. Et à partir de là, il commence transmigration massive des Arméniens de Perse et de l'Empire ottoman vers ces territoires par les 4 traités successifs, donc je dis Turkmenchai et Gulistan, et puis les deux dernières, Andréapol et San Stefano, qui deviendra Tractat de Berlin. Donc ces 4 traités sont importants. Pourquoi? Parce que c'était prévu que les Arméniens sont transmigrés, j'utilise volontairement ce terme de transmigré, parce qu'on a migré les Arméniens à travers des frontières et installés sur le territoire où vivaient les Azéris. Ce qui concerne le Khanat du Karabakh, c'est un petit peu différent, dans le sens où le Khanat de Karabakh, il est un traité. Il est entré dans l'Empire russe par un traité de Körekçay de 14 mai 1805. Et c'est important, pourquoi? Parce que c'est un document écrit, signé, dans lequel tout est expliqué, et dans lequel on voit que l'entité est entrée dans l'Empire russe, donc sous protectorat en fait russe. Au début c'était prévu comme ça, en tant qu'une entité autonome, et c'est une entité azérie. Donc avec recul de 200 ans, on voit que les Russes ont respecté cet accord, c'est-à-dire la condition de Khan du Karabakh a été que le Khanat reste un territoire azéri. Donc je reviendrai plus tard, mais c'est ça qui est retenu. Alors il faut comprendre que le destin du Khan de Karabakh il est tragique parce que quelques temps après, il a été tué par les gardes-chasse russes et l'historiographie russe on retrouve ce témoignage qu'il arrive que le Khan a été tué par une dénonciation calomnieuse. Après l'élimination du Khan du Karabakh, le Khanat va être supprimé. Le Khanat du Karabakh lui-même va rentrer dans une entité plus grande finalement qui va s'appeler le gouvernorat d'Elisabeth Paul. Donc Elisabeth Paul lui-même, c'est le nom du Ganja qui a été changé. Alors, quand on arrive au début du XXe siècle, on a une situation à part, c'est-à-dire que la transmigration des Arméniens continue. Là, les comités arméniens, comme on les appelait, qui commençaient à se créer dans l'Anatolie orientale et sur le territoire de ce qu'on appelait l'Arménie orientale, ce territoire d'ancienne Khanat Nakhchivan et Erevan, donc je parle d'Okchak et d'Achnak-Tutun. Ces organisations, ils commencent les actions terroristes contre l'État russe parce que la russification forcée ne les convient pas et l'État russe organise les clashs entre communautés azéries et azerbaïdjanaises, ces fameux clashs de 1905-1906. Peut-être les pertes humaines sont dérisoires, mais il n'empêche que les deux communautés, ils ont clashé. Après, on arrive au début du siècle, on arrive aux situations de 1900, à partir de 1900, Première Guerre mondiale, et la Révolution d'octobre 1917, et les événements qui se passent. Donc, on sait que la région se trouvera dans une guerre interethnique. Les racines de conflits ethniques, ils vont aussi dans le conflit de Première Guerre mondiale, dans ce projet des pays d'entente, donc la Russie, Grande-Bretagne et la France, principalement, de faire casser l'empire intérieur de l'Ottoman et la promesse aux Arméniens de Grande Arménie. Alors, ce projet, il n'a pas fonctionné, mais il faut comprendre que les Arméniens, donc ça c'est très important à comprendre, que la transmigration des Arméniens a affaibli la population arménienne dans l'Anatolie orientale, dans ces 6 vilayats. Et c'est pour ça qu'en 1915, les Arméniens ont fait l'insurrection. Cette insurrection n'avait aucune chance de réussir parce qu'il n'y avait pas de ressources suffisantes. Donc ça explique pourquoi les Dachnak arméniens ont perpétré les crimes de masse, des crimes de guerre, pour réduire la population musulmane en Anatolie orientale. Donc j'appelle ça les événements de l'Anatolie orientale. Donc ça, c'est les vrais actes de génocide. Mais après, il faut comprendre qu'après cet échec, la vague de nettoyage ethnique, elle est propagée de là-bas
vers l'Arménie russe, donc les khanats, l'ancien khanat d'Erevan et Nakhchivan, et jusqu'à Bakou. Donc ça, c'est les raisons principales de guerre interethnique, des massacres, des événements de mars 1918 à Bakou, de la guerre interethnique au Karabakh. Donc dans tout ça, il faut relever la différence entre politique des grandes puissances. Donc la Russie était occupée dans son révolution d'octobre, dans des périodes troubles. Les Français, il y avait le rapport qui indique que les Français étaient intéressés beaucoup par l'aider l'Arménie, mais ils ne pouvaient pas l'aider physiquement. Les seuls qui pouvaient intervenir militairement, c'était les Anglais. Ils ont intervenu, mais on observe aussi, si on fait l'étude croisée de l'histoire, le changement de politique de Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, il a eu une politique différente, parce qu'à un moment donné, il a saisi l'erreur, semble-t-il, historique qu'ils ont commis en se misant les Arméniens, donc ils sont misés sous les Azéris. Et c'est pour ça la politique de général, de gouverneur Thompson, avec la dictature de Saint-Trocas même qui sont installés, elle est un petit peu différente. Et cela s'explique donc par cet soutien qui est apporté aux Azéris, notamment en ce qui concerne de reprise du contrôle sur la région du Karabakh. Donc à l'époque, c'était Karabakh unifié. Alors quand on arrive à l'installation du pouvoir soviétique en Azerbaïdjan, en Arménie et en Géorgie, on voit ces fameux documents, donc des deux documents de 4 et 5 juillet 1921, par lesquels les Arméniens disent que le Karabakh a été donné à l'Azerbaïdjan. C'est complètement faux. Le Karabakh a été laissé. Donc, et il s'agit pour la première fois le territoire qu'on appelait le Haut-Karabakh. Donc ça veut dire le Bas-Karabakh, c'est les régions, les fameux 6 régions autour. Une partie fait partie aussi de la région de Zangezur, qui se retrouvait avec les limitations frontières en Arménie, et la région du Karabakh, le Haut-Karabakh, a été laissé dans l'Azerbaïdjan avec le statut de l'autonomie. Alors je veux dire une chose très importante, ce qui est d'actualité, qui concerne les frontières. Donc les frontières, il y a 2 choses. Les frontières de Nakhitchevan, qui est devenu un territoire d'Azerbaïdjan donc statutaire, donc ça veut dire que c'est un protectorat qui était signé entre donc la Turquie, la République turque, la République soviétique socialiste de l'Arménie et la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan avec les garanties de la Russie. C'est un territoire statutaire parce que dans le traité de Kars, les frontières du territoire de Nakhitchevan sont fixées. Alors, les échanges, les arbitrages, comme disent certains Arméniens, ça veut dire les pertes de territoire du Nakhitchevan au profit de l'Arménie qui est entrepris à partir de cette période sont illégales. Donc ça, c'est le contentieux qui peut revenir actuel. Donc ça, il faut garder dans la tête. La frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, elle est fixée par aucun statut. C'est seulement les frontières administratives de l'URSS, donc par les atlas successifs et par les annotations sous les cartes. C'est-à-dire qu'il faut garder dans la tête qu'il y a eu à un moment donné la déclaration des pouvoirs soviétiques de Bakou, donc à la tête de Narimanov, et il semble-t-il que Narimanov et son gouvernement se sont rétractés. En tout cas, le traité d'amitié et qui devait fixer aussi les questions des frontières, il n'a pas été signé jamais par le gouvernement socialiste d'Azerbaïdjan ni par l'Arménie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est en présence d'un vide juridique et en présence des cartes administratives qui ont été établies. Et donc, aujourd'hui, et à partir de là, certains arbitrages, comme on appelle les protagonistes arméniens, étaient faits. Ça veut dire que les territoires azéris étaient donnés à l'Arménie. Mais la question se pose alors, comment étaient faites les frontières entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Alors, la réponse est très simple, je l'ai découvert dans mes recherches. La frontière a été tracée sous le sommet des montagnes des Petites Caucases. Donc, c'est comme ça que entre Lénine et Atatürk, ça a été négocié, et c'est la logique dans laquelle les pouvoirs soviétiques ont tracé les frontières. Alors, moi, j'appelle ça l'équilibre fragile de la construction totalitaire. C'est-à-dire, dans cet équilibre fragile, le nationalisme arménien, donc l'extrémisme arménien, il est donc disparu pour cette période de pouvoir soviétique, de l'après-guerre, et il s'est réveillé donc dans les années 80, avec les fameux, avec la perestroïka, avec les revendications territoriales qui ont amené à la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qu'on a connue, la première guerre et la guerre d'aujourd'hui. Alors, la question que se pose aussi également, c'est pas un conflit religieux, c'est complètement faux, c'est un conflit ethnique, et c'est un conflit territorial, mais il faut comprendre aussi une chose, pourquoi cette haine envers l'Azérie, comment on a pu arriver au XXe siècle, en 1992,
que les Arméniens ont allé jusqu'à commettre à Khojaly les actes de crimes de guerre avec les massacres et les exactions qui ont été commises, un nombre incalculable, et qui ont fait l'objet que l'Azerbaïdjan commémore aujourd'hui 26 février comme génocide de Khojaly. Alors il faut comprendre en tant que l'Azéri qui est né en Arménie et vécu en Arménie, que cette xénophobie, cette haine, elle était cultivée donc, parmi les enfants arméniens depuis plus jeune âge. Les enfants arméniens étaient grandis, la nation arménienne malheureusement, donc, dans l'après-guerre, donc pendant 80 ans, était grandie dans cette xénophobie et animosité envers donc, l'ennemi, comme disait Azéri, qui est assimilé aux Turcs. Les Arméniens ont été élevés dans un esprit de revanche, de miatsum, qui est réunification de terre azérie, et une chose significative, les enfants arméniens, comme par exemple moi à l'époque, étaient amenés à jouer le jeu, donc qui s'appelle Danak Tengotse en arménien, ça veut dire plantage de couteau, qui est un jeu où les enfants s'exercent à prendre la terre de son voisin. Donc on fait un cercle, on divise en portions, chacun en portions, et on plante à tour de rôle le couteau dans le territoire de l'autre, et à partir de là, on fait une nouvelle frontière et on reprend la terre. Donc, pour vous expliquer, c'est l'esprit dans lequel est grandi toute une génération, plusieurs générations des Arméniens, couplé cela avec la haine avec les Turcs, l'assimilation azérie avec les Turcs, et c'est ça qui a mené aux tragédies. Mon avis, pour solution définitive du conflit, il y a plusieurs critères. Il y a bien sûr ce qui se passe aujourd'hui, donc le territoire libéré. Il y a, à mon sens, la seule solution, c'est la démilitarisation totale de la zone aujourd'hui, donc où il y a les forces de maintien de paix russes. Donc il faut démilitariser toute cette partie du Karabakh où il y a encore la présence russe. Il faut décentraliser donc toutes les structures qui seront là-bas avec l'expérience qu'on a, c'est-à-dire les municipalités qui seront créées, ils devront respecter la constitution et les lois de l'Azerbaïdjan. S'ils ne respectent pas, le préfet qui sera nommé devrait les contrôler. Il devra faire, comme en France par exemple, un déféré préfectoral. Si les violations de la loi continuent, on se met sur le tribunal avec possibilité d'appel. Et si la municipalité continue à violer, donc c'est dissolution du conseil municipal au conseil des ministres et nouvelles élections. Alors, il y a aussi problème avec les droits des personnes vivre là-bas, donc on peut appliquer les principes de droit des étrangers, donc vérification des régimes de passeport des personnes présentes au Karabakh, donc comment ils sont arrivés là, s'ils avaient droit antérieur au séjour, si leurs parents étaient antérieurs de séjour, les enfants qui sont nés, et après on applique les principes, je veux dire, normaux aujourd'hui, reconnus dans le monde entier de la police des étrangers. Donc il faut deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont nationaux, avec lesquelles on traîne à l'égalité. Bien entendu, les personnes doivent respecter l'intégrité territoriale, les lois et la constitution du pays. Et il y a les étrangers, les personnes qui souhaitent peut-être rester, pas obtenir nationalité du pays, mais ils veulent rester les citoyens de l'autre pays, par exemple de l'Arménie, mais avec le droit de séjour à l'Azerbaïdjan. Ça peut être un mariage avec citoyens d'Azerbaïdjan, peut-être d'origine arménienne, peut-être avec d'Azérie, ou peut-être personnes qui viennent travailler, qui obtiennent une carte de séjour de travail. Toutes ces personnes, ils sont aussi soumis aux règles, comme aujourd'hui on fait dans tous les pays, je crois, de l'Europe et dans tous les pays civilisés du monde. On, par exemple, en France, donne une charte de droits et devoirs de citoyens. La personne signe une charte de reconnaissance de respecter les valeurs de la République. La personne qui ne signe pas ce document, il ne peut pas avoir droit au séjour, donc il peut être reconduit à la frontière ou expulsé. Ça, c'est une chose normale. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, aucun pays dans le monde ne peut accepter de se trouver sur son territoire des personnes de nationalité étrangère, des étrangers, ou même ses propres nationaux qui prônent le séparatisme, l'obsession d'une partie de l'État, etc. Moi, je peux donner plein d'exemples, mais si on prend donc, sur l'Europe continentale l'exemple, on connaît l'histoire des séparatistes en Corse, avec les déclarations, des conférences de presse cagoulées, etc. On connaît ce qui se passait au Pays de Basque, entre la France et l'Espagne, pareil, avec les actes de terrorisme qui étaient commis. Toutes ces manifestations dans ces États étaient réprimées politiquement et politiquement et judiciairement avec les enquêtes de police, les persécutions policières et aucun pays n'a permis que les personnes puissent faire des actes de sécession, de séparation, de séparatisme. Donc aujourd'hui, c'est le cœur du problème et c'est la même chose. Donc soit on accepte de vivre dans un pays où
on a tous les droits comme les citoyens, sans distinction, sans discrimination, on obtient tous les droits. Soit si on n'est pas capable et si on ne veut pas, alors ça pose un réel problème et on ne peut pas donc vivre dans ce pays. Une dernière chose, je veux dire, sur l'Arménie qui est très importante. Aujourd'hui, l'Arménie est en carrefour. Elle a eu un échec, une défaite et un échec de la politique xénophobe d'une grande période de son histoire, de 85 années, je dirais. Et aujourd'hui, c'est les conséquences de cette politique avec les pertes humaines, le défaite et la perte de cette politique xénophobe, donc je veux dire raciste et vindicative et revendicative envers son voisin. Si l'Arménie aujourd'hui veut aller de l'avant, donc il y a plusieurs conditions. Il faut réduire l'influence de diaspora arménienne sur l'Arménie. Ça, je compte beaucoup sur l'ouverture des communications et que l'Arménie va commencer à profiter des ouvertures de communication, de l'argent qui va rentrer parce que l'Arménie va devenir une zone de transit des marchandises. Elle va pouvoir se développer sans l'argent de diaspora qui impose sa vision de la politique. Et deuxième chose, très importante, c'est que l'establishment arménien se doit remettre en question, les élites arméniennes qui ont fait propager cette politique, cette vision des choses xénophobes, revendicatives, vindicatives envers ses voisins, cela doit changer. Il faut, je dirais, faire désintoxication de la société arménienne, de cette vision de l'autrui, de l'ennemi, entre guillemets, historique turc ou azéri ou turco-azéri, parce que cela ne mènera à rien. Toute autre vision amènera à un nouvel conflit, nouvelle perte et nouvelle tragédie. Je veux dire qu'il faut quand même comprendre une chose, qu'en 105 ans, c'est le troisième conflit qu'on a eu et ça, je pense, ça veut beaucoup. Alors, si on parle de rôle de la France, concrètement, donc les Français et la France qui peut avoir pour aider le Caucasien à retrouver la paix, notamment les Arméniens et les Azéris, ce que la France a influence sur l'Arménie, on dit souvent, c'est une grande sœur de l'Arménie. C'est les députés et les élus français pro-arméniens, mais soit, si on dit que la France est une grande sœur à l'Arménie, alors il faudra aider la petite sœur à retrouver la voie de raison et se débarrasser de ces fantômes du passé, parce qu'encore une fois, je dis, l'alternative, ce nouvel conflit, ce nouvelle guerre, et je ne pense pas que ça corresponde aux intérêts de la France ou de tout autre pays. Donc l'intérêt, c'est faire la paix dans la région, et moi je dirais, en conséquence de ce que j'ai étudié, que les pays signataires de tous les traités qui concernent la région, donc le traité de Kars, le traité de Lausanne, ils portent en entière responsabilité des politiques et il incombe à ces pays, donc la France, la Russie, la Grande-Bretagne et d'autres pays, de faire tout pour aider les Caucasiens, retrouver la paix, corriger les erreurs de passé qu'ils ont fait et faire tout pour que les Caucasiens retrouvent la paix. Et c'est la paix, ce qu'on inspire tous. Moi, en tant qu'Azéri, originaire de l'Arménie aussi, j'inspire à la paix. L'Azerbaïdjan est intéressant pour la France sur plusieurs aspects. Déjà, c'est un pays intéressant. Hein. Les Français, j'avoue qu'ils connaissent encore mal. Ça, il a une raison de ça, parce qu'il faut quand même faire plus de communication. Moi, je déplore que les médias audiovisuels français sont fermés, malheureusement aujourd'hui, aux Azéris. Moi, je parle comme membre de communauté azérie en France. Nous n'arrivons pas à nous exprimer sous les médias audiovisuels français parce que, encore une fois, la diaspora arménienne bloque cet accès. C'est un grand dommage. On arrive à faire les débats, mais par exemple, les débats qu'on fait toujours, c'est RT France. C'est un média, certes en France, mais c'est un média qui est média donc apparenté à l'État russe. C'est un média russe en langue française. Alors ça, c'est, je dirais, première chose, il faut avoir accès aux médias. Il faut que cela change. C'est urgent que cela change. Deuxième chose, l'Azerbaïdjan est intéressant pour les Français, pour les entreprises françaises, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, des affaires avec l'Azerbaïdjan, des commerces avec l'Azerbaïdjan. La situation qui se créait pendant la dernière guerre de libération, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale que les diasporas arméniennes aient pris en otage l'establishment français. Elle n'est pas normale que les déclarations qui étaient faites au plusieurs niveaux en France ont été parties prises, et cela ne pouvait qu'envenimer les relations avec l'Azerbaïdjan et ricocher sur les relations économiques. Donc les élus français, bien sûr, même s'ils sont indépendants, ils emportent la responsabilité, parce que quand on est élu de la République et on met ses intérêts électoralistes
au-dessus de l'intérêt général, au-dessus de l'intérêt, je dirais même économique de la France, des entreprises françaises, ça, c'est pas très patriotique et je dirais que c'est un faute politique. Alors, les entreprises françaises, bien sûr, ils sont intéressés par l'Azerbaïdjan. Il y a des grandes possibilités. Il y a énorme possibilité avec la reconstruction parce que tous les territoires libéraux aujourd'hui doivent être reconstruits, je dirais de zéro. Il a beaucoup de problèmes, il a problème avec le déminage, il a problème avec la reconstruction. C'est un marché, ce seront des marchés et marchés publics énormes, faramineux. Je ne peux pas faire une estimation, mais écoutez, si on prend le plan Marshall d'après-guerre, il est parlé de 20 milliards de dollars de l'époque. Que je regardais aujourd'hui correspond à 300 milliards de dollars ou d'euros d'aujourd'hui. Si on prend la région du Karabakh, donc ça veut dire le Haut-Karabakh et les régions d'autour, la reconstruction, on peut facilement estimer à 10% de plan de Marshall, donc c'est un marché de 30 milliards d'euros. Je pense que c'est un marché très juteux et les entreprises françaises pourront y participer. Une autre question, qui va le financer? Organisme international, c'est peut-être la Banque mondiale, ça peut être aussi l'Union européenne, différents organismes, mais il n'empêche, peu importe, l'argent, on va en trouver, c'est un marché et c'est un marché intéressant pour tous, y compris pour les entreprises françaises. Il serait dommage de s'en priver, mais pour que cela puisse arriver, il faut avoir une politique équilibrée. Donc, je veux dire, les politiques français aujourd'hui, ils portent la responsabilité parce que leurs décisions, leurs actes, leurs déclarations, ils influencent les prises de décision et la possibilité pour les entreprises françaises ou non participer dans ces marchés et dans la coopération avec l'Azerbaïdjan. Voilà.